Mais, dès le second jour, il me fallut aller coucher à l'hôtel. Et je savais d'avance que fatalement j'allais y trouver la tristesse. Elle était comme un arôme irrespirable que depuis ma naissance exhalait pour moi toute chambre nouvelle, c'est-à-dire toute chambre. Dans celle que j'habitais d'ordinaire, je n'étais pas présent, ma pensée restait ailleurs, et à sa place envoyait seulement l'habitude. Mais ailleurs et à sa place envoyait seulement l'habitude. Mais je ne pouvais charger cette servante moins sensible de s'occuper de mes affaires dans un pays nouveau, où je la précédais, où j'arrivais seul, où il me fallait faire entrer en contact avec les choses, ce moi, que je retrouvais qu'à des années d'intervalle, mais toujours la même, n'ayant pas grandi depuis Combray, depuis ma première arrivée à Balbec, pleurant sans pouvoir être consolé sur le coin d'une malle défaite. Or, je m'étais trompé, je n'eus pas le temps d'être triste, car je ne fus pas un instant seul. C'est qu'il restait du palais ancien un excédent de luxe, inutilisable dans un hôtel moderne, et qui, détaché de toute affection pratique, avait pris dans son désœuvrement une sorte de vie. Couloirs revenant sur leurs pas, dont on croisait à tout moment les allées et venues sans but, vestibules longs comme des corridors et ornés comme des salons, qui avaient plutôt l'air d'habiter là que de faire partie de l'habitation, qu'on n'avait pas pu faire entrer dans aucun appartement, mais qui rôdaient autour du mien et vinrent tout de suite m'offrir leur compagnie. Sorte de voisins oisifs, non bruyants, de fantômes subalternes du passé, à qui on avait concédé de demeurer sans bruit à la porte des chambres qu'on louait, et qui, chaque fois que je les retrouvais sur mon chemin, se montraient pour moi d'une prévenance silencieuse. En somme, l'idée d'un logis simple, contenant de notre existence actuelle et nous préservant seulement du froid, de la vue des autres, était absolument inapplicable à cette demeure, ensemble de pièces aussi réelles qu'une colonie de personnes, d'une vie, il est vrai, silencieuse, mais qu'on était obligé de rencontrer, d'éviter, d'accueillir quand on rentrait. On tâchait de ne pas déranger, et on ne pouvait regarder sans respect le grand salon qui avait pris depuis le XVIIIe siècle l'habitude de s'étendre entre ses appuis de vieil or sous les nuages de son plafond peint. Et on était pris d'une curiosité plus familière pour les petites pièces qui, sans aucun souci de la symétrie, couraient autour de lui, innombrables, étonnées, fuyant en désordre jusqu'au jardin où elles descendaient si facilement par 3 marches ébréchées. Si je voulais sortir ou rentrer sans prendre l'ascenseur, ni être vu dans le grand escalier, un plus petit, privé, qui ne servait plus, me tendait ces marches si adroitement posées, l'une tout près de l'autre, qu'il semblait exister dans leur gradation une proportion parfaite du genre de celle qui, dans les couleurs, dans les parfums, dans les saveurs, viennent souvent émouvoir en nous une sensualité particulière. Mais celle qu'il y a à monter et à descendre, il m'avait fallu venir ici pour la connaître, comme Janis dans une station alpestre, pour savoir que l'acte, habituellement non perçu de respirer, peut être une constante volupté. Je reçus cette dispense d'effort que nous accordent seules les choses dont nous avons un long usage, quand je posais mes pieds pour la première fois sur ces marches familières avant d'être connues, comme si elles possédaient, peut-être déposées, incorporées en elles par les maîtres d'autrefois qu'elles accueillaient chaque jour, la douleur anticipée d'habitude que je n'avais contractée encore et qui même ne pourrait que s'affaiblir quand elle serait devenue mienne. J'ouvris ma chambre, la double porte se referma derrière moi, la draperie fit entrer un silence sur lequel je me sentis comme une porte enivrante royauté. Une cheminée de marbre ornée de cuivre ciselé, dont on aurait eu tort de croire qu'elle ne savait que représenter l'art du directoire, me faisait du vœu. Et un petit fauteuil bas, sur pied, m'aida à me chauffer aussi confortablement que je n'eusse été assis sur le tapis. Les murs étreignaient la chambre, la séparant du reste du monde, et, pour y laisser entrer, y enfermer ce qui la faisait complète, s'écartaient devant la bibliothèque, réservaient l'enfoncement du lit, des deux côtés duquel les colonnes soutenaient légèrement le plafond surélevé de l'alcôve. Et la chambre était prolongée dans le sens de la profondeur par 2 cabinets aussi larges qu'elle, dont le dernier suspendait à son mur, pour parfumer le recueillement qu'on y vient chercher, un voluptueux rosaire de grains d'iris. Les portes, si je les laissais ouvertes pendant que je retirais dans ce dernier retrait, ne se contentaient pas de les tripler, sans qu'il cessât d'être harmonieux, et ne faisait pas seulement goûter à mon regard le plaisir de l'étendue après celui de la concentration, mais encore ajouter au plaisir de ma solitude, qui restait inviolable et cessait d'être enclose, le sentiment de la liberté. Ce réduit donnait dans une cour, belle, solidaire, que je fus heureux d'avoir pour voisine quand, le lendemain matin, je la découvris captive entre ces hauts murs où ne prenait jour aucune fenêtre, et n'ayant que 2 arbres jaunis qui suffisaient à donner une douceur mauve au ciel pur.